Je vais vous dire quelques mots sur mon père, Maurice Agnolet. On peut dire qu'il y a eu deux Maurice. Le jeune avocat hyperactif, le franc-maçon, boulimique d'activités sociales que les gens ont connues avant l'affaire, et la personne qu'il est devenu après avoir perdu sa robe, enfermé dans les filets de la justice pendant 40 ans, jusqu'à sa mort. J'ai plus connu le second. Avant l'affaire, les gens ont découvert chez lui une personnalité hors du commun. Il était ambitieux, il était intelligent, il avait du charisme, il avait une ouverture d'esprit totale. Il était cultivé, il avait de l'humour, il était beau gosse. Les gens aimaient le côtoyer. Les gens aimaient avoir des projets avec lui. Lui s'intéressait à la société, à la communauté. Il avait une envergure, une consistance d'homme politique. Toujours enthousiaste, voulant révolutionner le monde, actif dans plein d'associations diverses. On peut dire qu'il avait l'hyperactivité d'un homme politique, plutôt de gauche. Mais des fois avec Maurice, ça pouvait être un peu trop. Il pouvait être saoulant. Il prenait trop de place. Ça pouvait être Monsieur Trop. Avec lui, certains sont passés par l'admiration, par l'indigestion et à la fin par la répulsion. Ceux qui plaisaient au début pouvaient finir par déplaire à la fin, avec la même intensité de chaque côté. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Guillaume, mon grand frère, quand ils se sont fâchés. Ce n'est pas nouveau que l'amour puisse se transformer en haine. Et on peut faire des choses terribles quand l'amour et la haine se rencontrent, se mélangent. L'autre Maurice, c'est quand il a perdu sa robe. Quand un avocat perd sa robe, il se retrouve vraiment à poil professionnellement. Parce qu'un avocat, ça ne sait rien faire d'autre que de se triturer l'esprit. Mais pour le reste, il a perdu sa robe, il a été isolé socialement profondément, mais il est resté le même, c'est-à-dire quelqu'un de très intéressant. C'est à partir de ce moment-là, à mes 12-14 ans, que j'ai commencé à avoir une vraie relation avec lui. On se voyait pendant les vacances scolaires, comme tous les enfants de parents divorcés. Mais quand on se voyait, il était disponible à 200%. Il ne travaillait plus. Il ne pouvait plus travailler. Il venait de perdre sa robe. Il sortait de sa première incarcération sur le volet civil de l'affaire. On est au milieu des années 80. Et la plupart du temps avec mon père, on ne faisait rien d'autre que de discuter de tout et de rien pendant des heures, autour de la table de la cuisine. Mais pour moi, c'était génial. J'avais les yeux et les oreilles grandes ouvertes. C'était un père atypique. Rien à voir avec les pères de mes copains. Je me rendais bien compte qu'il était à part. Plus copain que père. Il avait cette particularité de vous apporter toute son attention, tout son temps. Ce temps qui est si important dans cette affaire et qui, d'un autre côté, est notre seule richesse. Maurice en était très généreux. C'était valorisant et instructif d'avoir des discussions même banales avec lui. On en ressortait toujours enthousiaste. C'était très agréable. Et quand on ne se voyait pas, on s'écrivait. C'était encore à l'époque des lettres papier. On a passé une vie entière à s'écrire.
J'ai reçu des lettres de mon père chaque semaine pendant toute ma vie. J'ai, sans exagérer, gardé des dizaines de kilos de lettres de lui. Alors une lettre, ça se lit. Une lettre, ça se relit. Une lettre, on y répond. Ça se garde, on peut y revenir. C'est extrêmement riche comme mode de communication. Et grâce à cette correspondance, même sans se voir, et en étant très éloigné géographiquement, j'ai toujours ressenti sa présence. Et ça a été important pour le gosse que je suis resté plus ou moins toute ma vie. Il y a chez moi un côté fils d'eux que je n'ai pas choisi et qui m'a sûrement inoculé une forme de syndrome de Peter Pan. L'incapacité ou la non-volonté de grandir. Le monde des adultes ne m'attire pas. Alors pour jouer au foot, j'avais mes copains, et pour en apprendre un peu plus sur la vie, j'avais mon père. J'estime que j'ai eu de la chance. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir eu si jeune cet apport intellectuel, cet apport humain. Et je crois que ce que j'ai essayé de prendre chez mon père, à son insu, à son contact, c'est une démarche philosophique. Une philosophie de vie que j'ai essayé d'appliquer au quotidien. Un raisonnement intellectuel qui devient manière de vivre. Pour peu que l'on soit attentif, la vie pose à chacun de nous des questions philosophiques. Pas forcément très profondes. Et ce qui est reposant avec les questions philosophiques, c'est qu'on ne peut pas y répondre catégoriquement. L'important n'est que la recherche de la réponse. Une démarche intellectuelle et une manière de vivre, l'un n'allant pas sans l'autre. C'est ce monde des idées que j'ai hérité de mon père, et de la vie en général. Et ça ne fait pas de Maurice un gourou, ni de la vie une secte. En tout cas, avec Maurice, on était très proches, on se connaissait très bien, et on ne s'est jamais perdu de toute notre vie. Il est mort chez moi en Nouvelle-Calédonie, après que je me sois abattu 7 ans de plus, aux côtés de Maître Saint-Pierre, pour le sortir de prison. Depuis le procès de Rennes, je considère Maître Saint-Pierre comme quelqu'un de ma famille, toujours présent, de jour comme de nuit.